à peu près, qu'est-ce que ça ça renvoie pour vous, la planification de gestion scolaire? Si on vous demande ça, vous attendez à quoi? Quel est votre entendement par rapport à ça? Alors, c'est bon? Quelqu'un peut intervenir rapidement? Quelqu'un qui peut rapidement essayer de m'expliquer qu'est-ce que c'est la gestion scolaire et comment, effectivement, on peut planifier la gestion scolaire? À peu près au plan conceptuel, hein, s'il y a quelques appréhensions par rapport à ce concept. Bonjour, docteur. Allez-y. Oui, bonjour, M. Gay. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Il y a le policier là. Oui. Quelqu'un d'autre? Un autre? Oui, professeur. Oui, allez-y, M. Ndoye. Oui, une planification scolaire peut renvoyer au fait donc de prendre des dispositions à tout moment, par exemple, dans l'action d'ensemble donc du système éducatif, qu'il faut essayer tout simplement d'harmoniser avec ce qu'on peut appeler donc l'ordre social, ou bien donc l'intégrer dans la planification économique et sociale donc du pays. L'harmonisation en quelque sorte des deux. Oui, un autre qui va encore essayer de compléter. Oui, bonjour, docteur. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, M. Gay. Excusez-moi, j'étais devant un policier là. Ah, il n'y a pas de souci. Vous êtes en voiture, oui, c'est vrai. Pour moi, la gestion scolaire, c'est le management scolaire. Hein. Maintenant, elle peut être basée sur les ressources. Sur des ressources ou bien sur des résultats. Oui. Oui. D'accord. Un autre? Allez-y. Oui, allez-y, monsieur Ngom. Voilà. Bon, on peut dire que la planification scolaire est une prise de disposition. C'est une action qui consiste à prendre des dispositions qui guideront nos interventions dans l'action éducative. Oui. Oui. Merci, oui, M. Ngom. Merci, M. Cissé. Omar Khan. Allez-y. Oui, la planification peut renvoyer à l'organisation, aux prévisions dans le système éducatif, afin d'éviter des problèmes et d'anticiper sur ce qu'on a à faire tous les jours. Quoi. Oui. D'accord. Monsieur Faye. Monsieur Faye, Mambour. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je crois que la planification scolaire, donc, c'est un ensemble de dispositifs. Donc, il vise à créer un environnement éducatif propice à l'apprentissage et au développement des élèves, en assurant aussi une utilisation efficace des ressources disponibles. Oui. D'accord. Bien, M. Badji. Ouais, docteur. Oui, allez-y, bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous me recevez. Oui. J'ai un problème. Oui, on vous reçoit. On vous reçoit très bien. Voilà. Allez-y. Je dirais également c'est l'ensemble des dispositions mises en place du sommet au niveau déconcentré, allant dans le sens du bon déroulement des enseignements apprentissages. Bien. OK, d'accord.
Je pense que les idées sont bonnes. Hein. Vous avez tous résumé ce qu'il y a dedans dans la planification scolaire. Donc, une planification qui, effectivement, parce que dans la gestion scolaire, on gère tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est personnel, tout ce qui est activité qui relève. Oui, M. Djei, ça va. Ousmane. M. Djeidjou. Oui, professeur. Mhm. Voilà, moi je tenterai de définir la planification scolaire comme l'ensemble des dispositions qu'on arrête pour l'exécution d'un projet. Voilà. D'accord, c'est bien. OK. Bon, vous y êtes, hein. Je pense bien que toutes les idées, hein, je pense que ce sont des idées effectivement qui s'inscrivent dans cette planification en gestion scolaire. Donc, vous avez déjà, je pense qu'on a déjà vu que c'est la planification au niveau généralité depuis la L3. Donc, avec les différentes méthodes et différentes théories, on a déjà vu ça. Donc, c'est une action d'orientation, de prévision, de rationalisation, tout ce qu'on veut pour la gestion, dans le cadre de la gestion, de l'organisation même de l'éducation en tant que telle. Parce que la gestion scolaire, c'est presque le management. Comment manager, comment gérer, organiser les activités qui sont des activités au niveau pédagogique, au niveau aussi des activités pédagogiques, administratives, extra au sein de l'école. Donc, et ça aussi, pour les gérer, pour les mieux organiser ça aussi, on a besoin quand même d'anticiper, hein, de prévoir, de faire des plans, n'est-ce pas, par rapport aux prévisions, par rapport aux ressources disponibles, pour une bonne rationalisation et puis pour une bonne anticipation des problèmes aussi auxquels on va se confronter. Donc, c'est ça, donc c'est vraiment une certaine organisation interne, que ce soit au niveau, à l'échelle micro, à l'échelle méso et à l'échelle aussi macro. L'éducation est un domaine extrêmement vaste, donc il faut, pour la gérer aussi, il faut vraiment une vision, n'est-ce pas, des orientations et aussi avec des stratégies et ressources aussi par rapport à ça et dans un horizon bien défini. Donc rapidement, je vais partager rapidement le document, donc le premier chapitre, et on va essayer de commenter au fur et à mesure. S'il y a aussi des questions, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas de les poser rapidement. Je pense que là, je suis là. Partager, partage. Voilà. Mhm. OK. C'est bon, le partage est visible. Vous voyez? Oui, on voit, oui. Voilà, c'est ça. Donc, d'abord, il faut quand même qu'on définisse la gestion scolaire en tant que telle. Donc, quelle est sa vision, ses principes, les stratégies et les modes de gestion au niveau scolaire. Donc, je ne reviens pas sur la planification en tant que telle, qui est une action de disposition pour orienter l'action d'ensemble du système d'enseignement et l'intégrer à la totalité de l'ordre social. Donc, elle doit intégrer toutes les phases du processus scolaire, tous les cycles, tous les niveaux et tous les types d'enseignement. Donc là, maintenant, on va voir aussi la gestion scolaire en tant que telle, qui renvoie à toutes les activités de planification et d'organisation éducative pour un bon fonctionnement des institutions éducatives. Au sens large, cette gestion scolaire, elle renferme la gestion administrative, la gestion pédagogique, financière, matérielle et humaine des écoles, établissements scolaires. Donc là, maintenant, on ne va pas quand même parler parce que vous aurez dans vos... il y a des modules qui vont traiter carrément la gestion administrative et la gestion financière, matérielle au niveau dans votre formation. Je ne vais pas me présenter trop sur ça. Moi, je vais juste voir à peu près au niveau conceptuel de cette planification scolaire, comment elle se conçoit, quelle est la vision, les stratégies de cette gestion scolaire-là. Dans cette vision de la gestion scolaire, donc, c'est juste, ça transcende la gestion classique avant. Les gens, la manière dont les gens géraient les établissements, les organiser, je pense qu'actuellement maintenant, il y a quand même d'autres défis qui sont là, qui nous interpellent et qui font que maintenant, il faut adapter ça par rapport
à la nouvelle donne au niveau mondial. Parce qu'avant, c'était quand même des choses qui étaient un peu basiques. Maintenant, avec le développement des technologies, vraiment, et au niveau scientifique aussi, les gens quand même ont eu à moderniser les gestions scolaires en utilisant même des logiciels. Il y a des logiciels qui sont effectivement faits uniquement pour comment gérer les établissements scolaires. Des logiciels qui peuvent rapidement vous permettre de gérer les personnels, de gérer les élèves, même aussi de confectionner les emplois de gens. Donc, il y a des logiciels qui sont là aussi qui peuvent être utilisés par rapport à ça. Donc, c'est une nouvelle façon de faire la gestion scolaire en utilisant les technologies de l'éducation et de l'information et de la communication. Donc, la vision de cette gestion scolaire, donc, c'est une vision qui s'arrime sur quelques objectifs par rapport à ça. C'est le fait, ça vraiment un leadership engagé, une bonne gouvernance des systèmes éducatifs. Donc, ensuite, ça permet de perfectionner et de rationaliser la gestion scolaire en termes d'efficience et d'efficacité en la focalisant sur l'amélioration des processus et des ferments des systèmes éducatifs, sur le renforcement des dynamiques locales au niveau des établissements. Ça permet aussi de renforcer la mobilisation des ressources latentes et leur utilisation selon un rapport coût-efficacité compatible avec les transformations en résultats scolaires. Ça permet aussi de professionnaliser même les personnels de gestion à tous les niveaux. Parce qu'on a vu qu'effectivement, les personnels qui interviennent dans ces structures-là, des fois, beaucoup, effectivement, n'ont pas une formation spécifique dans le cadre de la gestion. Maintenant, en instituant la gestion scolaire, on va effectivement mieux former ces personnels-là qui sont chargés du pilotage, de l'organisation des structures scolaires. Et là, maintenant, ils deviendront beaucoup plus professionnels. Donc, d'où la professionnalisation de ces personnels-là, tant au niveau des recrutements, de la formation et aussi soutien de la reconnaissance. Donc, c'est important aussi de former ces personnels qui gèrent les écoles. Cette nouvelle vision aussi, ça a mise en œuvre, ça demande des stratégies. Donc, il faut des stratégies pour mettre ça en œuvre. Ces stratégies aussi, ça se décline ainsi. Donc, c'est d'abord le renforcement des dynamiques locales, la gestion participative et le partenariat, la rationalisation et l'optimisation des ressources, la responsabilisation, le développement des capacités et valorisation des personnels. Donc, voilà les stratégies aussi sur lesquelles repose cette gestion scolaire. C'est une nouvelle façon, effectivement, de gérer les établissements pour avoir plus de rentabilité, n'est-ce pas, au plan qualitatif, mais aussi au plan quantitatif. Donc, les stratégies, donc on va commencer stratégie par stratégie. Quand on parle de renforcement des dynamiques locales, parce que l'école, les établissements ne fonctionnent pas ex nihilo ou bien en marge de la société, mais effectivement, ils sont à l'intérieur de la société. Et là, maintenant, effectivement, ce sont des politiques qui sont là, que les gens ont eu à mettre en place. Donc, ça intègre même les dynamiques sociétales. Et là, avec l'administration publique aussi, il faut intégrer cette organisation de l'administration au niveau décentralisé par rapport au fonctionnement des établissements. Donc, d'où l'intégration de la politique territoriale au niveau des écoles avec la décentralisation et la déconcentration. Donc, je ne reviens pas sur ces termes parce qu'on avait déjà la décentralisation par rapport au niveau territorial et le découpage des différents territoires, que ce soit en commune ou bien en département, avec l'acte 3 de la décentralisation. La déconcentration aussi, c'est par rapport au pouvoir, les pouvoirs que détiennent les structures au niveau centralisé et qui effectivement... Le commandement territorial. Voilà, c'est ça. Et c'est délégué, c'est une délégation de pouvoir. Donc, c'est ça la déconcentration, n'est-ce pas? Par exemple, quand on prend maintenant les éducatifs sénégalais, effectivement, avec le ministre qui est au niveau supérieur, maintenant, effectivement, il y a des concentrations au niveau local, jusqu'au niveau local, avec les IF, les inspecteurs de l'éducation et de la fonction qui s'occupent, qui sont les représentants même du ministre au niveau local et qui sont investis de ces pouvoirs-là. Donc, il y a une délégation de pouvoir, donc c'est ça la déconcentration. Donc, tout ça, effectivement, il faut prendre ça en compte dans la gestion scolaire, et que ce soit dans le cadre de l'orientation, de l'évaluation, du suivi et de la coordination aussi par rapport aux activités qui sont menées au sein des établissements. Ça, c'est important.
La deuxième stratégie, c'est la gestion participative et le partenariat. Parce que là, effectivement, il faut que dans le cadre de la décentralisation, et puis dans le cadre aussi, effectivement, des politiques publiques, l'éducation d'abord est une responsabilité qui est largement partagée entre les différents acteurs de l'État et de la société aussi. Donc, actuellement, ce n'est pas l'école, l'État seulement qui gère l'établissement. Donc, il y a la participation communautaire, il y a les acteurs sociaux, les partenaires sociaux, il y a aussi les organisations qui interviennent aussi au sein de l'établissement, que ce soit les PDF, partenaires financiers. Donc, il y a une participation, mais aussi un partenariat que l'on peut nouer pour mieux effectivement atteindre la qualité au niveau éducatif, parce que l'école n'est pas en dehors de la société. Donc, c'est pourquoi, comme effectivement on disait l'autre là, il disait qu'il faut mobiliser les différents acteurs, notamment les syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves, grâce à des stratégies d'information, de consultation et de dialogue, et ce, dès le début des processus de changement et tout au long de la planification, de sa mise en œuvre et de son évaluation. Donc, quand vous planifiez alors tout ce qui est projet au niveau de l'école maintenant, il faut effectivement qu'il y ait une adhésion d'abord de toutes les parties prenantes. Parce que ce soit les parents, que ce soit aussi les partenaires sociaux, les syndicats, que ce soit aussi ceux qui financent, les partenaires financiers, donc tous, effectivement, participent à la gestion de l'établissement. Donc, c'est pourquoi il faut quand même les mobiliser, qu'il y ait une participation inclusive, n'est-ce pas, de toutes les parties prenantes pour pouvoir réaliser les activités au sein de l'établissement. Donc, c'est la participation et aussi le partenariat que l'on peut nouer avec d'autres acteurs ou bien d'autres structures, organismes qui interviennent au niveau national ou bien au niveau local. Ça, c'est important. La troisième stratégie aussi, c'est la rationalisation et l'optimisation des ressources. Ça, c'est extrêmement important. Quand on planifie, c'est pour rationaliser le peu qu'on a, parce qu'on a dit qu'effectivement, il y a une rareté des ressources, surtout dans les pays en développement comme les nôtres. Parfois, vous voyez que il n'y a pas une équité au niveau de les affectations ou bien la distribution du personnel au niveau du territoire national. Parfois, vous voyez des disparités, n'est-ce pas, en termes de personnel. Vous allez dans des lycées un peu qui sont dans les contrées un peu plus lointaines, reculées, où il manque un manque criard de personnel, que ce soit de profs de philo ou bien de maths aussi. Alors, dans les villes maintenant, il y a une pléthore, n'est-ce pas, de personnel. Donc, il n'y a pas une bonne rationalisation par rapport à ça. C'est parce qu'effectivement, il n'y a pas une bonne planification. Parce que si on planifie alors, on allait effectivement essayer de voir, de tout faire pour qu'il y ait une équité quand même, hein, que là où il y a maintenant les besoins, il faut les combler par rapport à ça. Là où il y a le surplus aussi, il faut effectivement essayer d'affecter ça à ceux qui en ont besoin. Donc, c'est ça la rationalisation. Il faut au moins une bonne gestion, n'est-ce pas, de ces ressources-là. Et s'il y avait une planification, alors on saura les besoins effectivement dans chaque localité et on va essayer de les gérer en essayant d'affecter le personnel adéquat par rapport aux besoins. Ensuite, on optimise les ressources aussi. L'optimisation aussi, c'est effectivement dans le cadre de l'allocation, que ce soit au plan allocation financière, au plan des ressources financières ou bien des ressources humaines aussi. Parce que c'est important, parce qu'il faut optimiser les ressources que l'on a aussi. Les optimiser en quoi faisant? En essayant effectivement d'atteindre un peu l'efficience par rapport à ce que l'on investit. On investit, est-ce que ce qu'on investit aussi, on investit peu avec beaucoup de résultats? Ou bien on fait trop d'investissements au plan financier, alors qu'au fiche, les produits, ce qu'on escomptait, on ne les a pas atteints. Donc là aussi, il n'y a pas quand même une bonne optimisation de ces ressources. Il faut penser vers l'utilisation de ces ressources avec le rapport entre coût et efficacité ou bien coût et bénéfice. Ça, c'est important. Il y a aussi la responsabilisation, le développement des capacités et valorisation des personnels. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le développement personnel des acteurs, leur aptitude, les connaissances, les compétences qu'ils doivent avoir pour pouvoir mieux gérer les établissements. Et ça, c'est important. Parce que il faut que les personnels soient formés dans le cadre du management, dans le cadre, il faut qu'il y ait un certain leadership, n'est-ce pas?
dans le cadre de la gestion des ressources, des relations publiques aussi. Donc là, pour ce faire, il faut une formation avec des référentiels de compétences, une formation initiale et continue. Il y a des programmes de soutien, de conseil, n'est-ce pas, tout au long de la formation des personnels enseignants. Donc, ça aussi, si on arrive à faire ça, la fonction est un continuum. Ça ne s'arrête pas uniquement à la fonction initiale, mais ça continue, même sur le terrain avec la formation continue. Et là, c'est un dispositif que l'on doit faire. Donc, voici à peu près les stratégies aussi que l'on doit mettre en œuvre pour pouvoir assurer une bonne planification de la gestion scolaire. Maintenant, les modes de gestion, il y en a plusieurs modes de gestion, mais j'en ai retenu au moins 2 principaux modes de gestion. D'abord, la gestion locale d'éducation. Cette gestion locale a émergé en Australie, puis en Angleterre, dans les pays aussi de Galles, en Écosse et extra. Donc, mais elle a été instituée vers les années 80 jusqu'au milieu des années 90 sous l'appellation de Self-Management School ou Local Management School. Donc, ça, sont dans les pays anglo-saxons. Bon, sur la même voie aussi, il y a des États américains aussi ont entamé des réformes de leur éducation en accroissant les pouvoirs et les ressources des écoles et en créant des conseils scolaires. Des conseils scolaires. Bien. Donc, je disais qu'effectivement, il y a eu cette émergence-là dans les pays anglo-saxons. Ensuite aussi, ça a eu aussi quand même quelques répercussions. Bon, ça a propagé aussi dans les autres pays, surtout en Europe, avec les changements qu'on a eu à effectivement voir noter au niveau de l'administration de la gestion éducative. Donc là aussi, l'Europe, il y a aussi le vent de la décentralisation aussi en Europe, avec aussi l'avènement des projets éducatifs, n'est-ce pas, qui ont été instaurés pour la gestion des écoles, des établissements. Quand on parle, au niveau du rapport d'Eurydice, le système européen de l'éducation de 1997, qui précise que ces dernières années, des mesures plus ou moins radicales destinées à accroître l'autonomie de gestion des écoles ont été introduites dans presque tous les systèmes éducatifs. Cette gestion locale peut se justifier. Hein? Il y a beaucoup d'arguments qui sous-tendent cette gestion locale. D'abord des arguments techniques, ensuite au niveau de la modernisation par rapport à l'amélioration de la qualité, l'efficacité et l'efficience aussi. En plus de motivation aussi, des motivations politiques, administratives et économiques qui président à l'instauration de la gestion locale. Donc, si on voit les principes, d'abord, il y a la décentralisation qui est au cœur des politiques actuelles dans les réformes éducatives. Ces défenseurs invoquent des arguments favorables d'une redistribution du pouvoir de l'État vers les unités subnationales, la décentralisation territoriale, ou des organismes para-étatiques, non gouvernementaux ou privés, centralisation fonctionnelle. La modernisation de la gestion publique, qui est considérée comme étant un impératif, qui répond aux conséquences de la globalisation économique, parce qu'actuellement, on est dans un village planétaire. Donc, les territoires sont poreuses, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, il faut effectivement penser à cette globalisation, à ces échanges entre les différentes parties au niveau mondial et satisfaire aussi l'exigence des citoyens consommateurs. Quand on prend maintenant en compte quelques penseurs comme Fenninger ou bien Rousseau, pour eux, cette modernisation est une réponse particulièrement appropriée pour augmenter l'efficience, l'efficacité, la flexibilité et l'innovation de l'État, tout en préservant le service public, qui est extrêmement important aussi. C'est une approche cohérente, globale et logique d'une transformation de l'administration en tant que telle, l'administration scolaire. Il ne parle de l'administration scolaire en tant que telle. Il y a aussi la logique du marché, parce qu'on sait qu'actuellement, tout est régi aussi par la loi du marché. Cette logique aussi qui prône une école dite libérée de l'État et gérée comme une entreprise dans un système de concurrence où la satisfaction du consommateur décide sa rentabilité
et de son efficacité. Ici maintenant, les parents, effectivement, ont le libre choix d'inscrire leurs enfants donc, dans les écoles, établissements qui leur conviennent, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui introduit un peu cette compétition entre les écoles et qui régule un peu la qualité du fonctionnement du système éducatif. Parce que là, déjà, s'il y a ce choix-là déjà, je pense que ça crée un peu, ça émule la concurrence entre les écoles. Mais je pense une concurrence quand même saine, compétitive qui est saine, basée toujours sur la performance, sur l'amélioration de la qualité, n'est-ce pas, par rapport aux différents établissements qui, effectivement, accueillent ces enfants-là. Donc, c'est pourquoi Chubb et moi disait que l'autonomie de l'école est la première des conditions préalables à son efficacité. Son absence inhibe l'émergence d'organisations efficaces et restreint même la capacité de réalisation des élèves et leur apprentissage. Donc, c'est pour dire que il faut vraiment essayer quand même de tout faire pour autonomiser un peu quand même l'école, pour au moins essayer quand même, parce qu'en autonomisant l'école aussi, au moins il y a des initiatives qui peuvent émaner même des différentes parties prenantes, toujours dans le cadre de l'efficacité des activités d'enseignement-apprentissage au sein des écoles. Ça, c'est important, cette autonomie-là. Donc, en définitive, on peut dire que dans le cadre de l'autonomie et de la régulation locale du système d'éducation, ce qui est en jeu, donc, se situe dans la redistribution même des rôles entre l'État, les professionnels et les familles. C'est important, ce trio-là qui, effectivement, est presque omniprésent dans la gestion scolaire. Donc, c'est l'État. Les professionnels sont les personnels, effectivement, sont les enseignants qui gèrent cet établissement, et aussi les familles aussi, qui sont des partenaires sociaux. Et c'est important, parce que c'est vraiment une chaîne qu'il faut, effectivement, qu'il y ait ces relations, cette mutualisation entre les différentes actions pour qu'on puisse avoir une bonne organisation du système éducatif. Ainsi alors, la gestion et les modes de régulation de l'école peuvent se concevoir à travers la modification des relations entre l'État et son administration, mais aussi les enseignants et les parents d'élèves, comme illustré sur la figure. Donc, il faut qu'il y ait une certaine reconsidération ou bien refiguration des relations entre les parents, les enseignants et aussi l'État. Voici cette figure-là, je pense bien que j'ai eu avec Borosso, qui parle de l'État. Voici la figure, qui est là avec ces triptyques-là, l'État, enseignant et parents, que j'ai tantôt parlé. L'école étant au centre, donc c'est effectivement le noyau autour duquel tout est centralisé. L'État qui est un État centralisateur, qui est un État régulateur par rapport à ça. Maintenant, il y a aussi les parents d'élèves qui sont là, qui interviennent, qui sont des consommateurs dans le cadre du marché éducatif. Mais les relations entre l'État et les parents, là, il y a des relations par rapport pour réguler un peu le marché par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il y a cette démarche-là, l'État, les parents qui sont là, qui sont assujettis au marché éducatif, qui effectivement interviennent dans ce cadre éducatif, qui essaient quand même aussi des fois quand même d'appuyer l'État dans le cadre de sa mission régalienne, n'est-ce pas, que ce soit au plan des ressources, ça aussi c'est important. Il y a aussi cette relation entre les enseignants et les parents d'élèves. Ça, c'est dans le cadre de la régulation sociale, communautaire, sociale ou communautaire, parce que ce sont des partenaires aussi qui sont extrêmement importants. Parce qu'on ne peut pas avoir les parents et les enseignants doivent communiquer aussi, et aussi créer des cadres aussi de concertation pour que mieux organiser, mieux gérer aussi la chose éducative au sein des établissements. Parce que les enseignants sont des fonctionnaires, sont des professionnels aussi. Donc, eux, déjà, ils sont imbus de cette mission d'enseigner, d'accord, mais aussi, au plan social aussi, ce sont des gens qui sont issus de la société aussi. Et ils doivent être ouverts à la société, recueillir aussi des conseils, ou bien aussi parler avec les parents d'élèves, parce que ces enfants dont ils ont en charge aussi, ils sont issus des familles. Et maintenant, s'il n'y a pas cette communication entre l'école et la famille, je pense bien qu'il y a toujours cette rupture-là, parce que l'enfant provient de la famille. Et quand l'enfant vient à l'école, alors maintenant aussi, il y a une rupture entre l'enfant et la famille. Mais il faut qu'il y ait aussi cette jonction-là, qu'il y ait ce lien entre la famille et l'école,
pour que l'enfant puisse facilement se mouvoir entre ces deux milieux. Et autant maintenant, l'enseignant aura besoin aussi de ce qui se passe dans la famille, autant aussi les parents ont aussi besoin de ce qui se passe au niveau de l'école pour mieux, alors, ensemble maintenant, essayer de construire cet être, éduquer cet être fragile qu'est l'enfant. Ensuite, il y a aussi une régulation bureaucratique, donc c'est la relation entre l'État et les enseignants. Parce que les enseignants sont investis d'une mission. C'est la mission d'éduquer, d'instruire, d'enseigner, n'est-ce pas? Et tout ça maintenant, c'est dans le cadre institutionnel géré par l'État qui effectivement recrute, qui forme, qui affecte maintenant et effectivement qui rémunère par rapport à ça. Donc, c'est une mission de régulation bureaucratique par rapport à ça. Donc, voici les trois pôles que Borosoa a quand même expliqué par rapport à ces modes de régulation. Donc, ça, c'est la gestion basée, la gestion locale, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'autre gestion? On appelle la gestion axée sur les résultats, la GAR. Je pense que beaucoup de vous ont entendu parler de la GAR. Mais encore, on va essayer quand même, on ne va pas trop s'appesantir sur ça. Oui, Madame Diop. Bien. Bonsoir. Mes respects, docteur, mes respects à tout un chacun. Merci beaucoup pour des clarifications concernant la gestion. Moi, je voulais juste parler un peu du partenariat, qui devient de plus en plus incontournable dans notre gestion des établissements. Et je peux donner l'exemple d'un lycée technique que je connais très bien. Donc, il a pu en fait prendre son envol grâce à ce partenariat, un partenariat assez dynamique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce lycée est considéré comme une référence au Sénégal. Mais il y a eu beaucoup de préalables qu'il fallait mettre en place. Donc, l'un des premiers, c'était déjà se lancer. Mais se lancer sans pour autant être assez, je dirais, compétent pour développer un partenariat, c'était aussi un frein. Et le deuxième frein, c'était surtout par rapport à la participation du privé, et je vous parlais du privé des entreprises. Et dans ce cas de figure, c'était surtout les entreprises agricoles. Nous avons eu la chance d'avoir Saint-Louis étant un hub agricole, mais les entreprises étaient assez réticentes au début. Donc, pour résumer, ce qui a fait que nous avons pu avoir des résultats, c'est tout simplement que nous sommes allés voir ces entreprises et surtout formés par rapport aux besoins de ces entreprises. Et ça aussi, c'est pas toujours le cas quand on prend, par exemple, l'enseignement général. Donc, ma question, c'était de savoir, pour maintenant l'enseignement général, quel type de partenariat faut-il privilégier? Merci beaucoup. Merci, Madame Diop. Je pense que ça se voit que déjà vous avez une expérience de ce partenariat-là. C'est vrai, hein? C'est vrai que le partenariat, il est beaucoup plus quand même poussé dans les établissements privés. Hein? Les privés sont en avance sur le public par rapport à ce partenariat. Mais dans le public là aussi, je pense qu'il y a un partenariat. Je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être vraiment prises par rapport à ça au niveau de l'établissement, parce qu'il faut qu'il y en a qu'il faut qu'il y ait un leadership des chefs d'établissement. C'est important. Et on a dit aussi qu'il faut que l'école soit un peu autonome. L'autonomie aussi, elle est importante. Mais est-ce que jusqu'où l'autonomie aussi, on peut l'avoir au niveau de ces établissements publics qui sont sous le contrôle de l'État parfois? Mais il faut tendre vers ça quand même, parce que l'État seul ne peut pas financer l'établissement. L'État seul ne peut pas aussi gérer toutes les écoles par rapport sur le plan organisationnel, tout ça aussi, infrastructurel aussi. Donc, le partenariat, il est vraiment important. Peut-être, c'est pas très développé, c'est un état timide, mais il faut l'encourager quand même. Je pense qu'il faut l'encourager, que ce soit des initiatives au niveau local. Et voilà, chacun de son côté peut effectivement mener des partenariats. Maintenant, après, il faut les formaliser aussi avec les institutions qui gèrent l'établissement. Si un partenariat aussi, par exemple, un partenariat entre établissements peut-être en dehors du pays, étranger maintenant, effectivement, il y a des démarches à entreprendre. Et puis encore, il y a aussi une façon aussi vraiment dans ça institutionnel, en passant par des structures aussi qui sont au niveau local jusqu'au niveau ministériel aussi.
Donc ça, je pense que c'est un volet hein, que le ministère effectivement prend en charge et qu'il encourage. Hein. Maintenant, tout dépend des initiatives locales que les gens vont prendre. Ce n'est pas quelque chose que les gens ont eu à dire, oui, il faut, mais c'est son initiative-là que chaque établissement peut prendre. Voilà. S'il y a d'autres réactions par rapport à ça ou d'autres choses, avant de passer à d'autres points, la gestion axée sur les résultats. C'est bon? Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. En fait, moi, je voulais juste peut-être, bon, ce serait un peu imbu de ma part, mais pour dire maintenant le rôle central joué par le partenariat partout, hein, un peu partout. Comme vous l'avez bien dit, si bien dit, professeur, l'État a aussi ses limites. Par contre, quelquefois, quand l'État a des limites de l'autre côté, il y a une manne financière qui est là et qui attend. Maintenant, savoir les capter, savoir capter cette manne financière, c'est ça qui pose problème. Mais vous l'avez très bien expliqué. Un grand merci. Merci beaucoup. Bien, donc on continue. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Donc, on continue par rapport à l'autre gestion, c'est la gestion axée sur les résultats. Donc, c'est la gare. Donc, cette gare-là, je pense bien que les gens en parlent. Hein. Donc, vous, peut-être, vous avez une petite expérience de la gare. On peut d'abord échanger rapidement avant de continuer parce que j'ai eu à développer pas trop la gare, mais il y a un document aussi que j'ai joint à mon truc là pour pouvoir mieux expliquer la gare aussi. Donc là, vous pouvez effectivement consulter ce document-là et vous serez beaucoup plus capacité par rapport à cette gestion-là, n'est-ce pas? Donc, on y va s'il y a... Oui, allez-y. Oui, Madame Diop. Merci. Hein. Désolé de prendre la parole comme ça. En fait, c'est bien. La gestion axée sur les résultats, l'État avait commencé dans les années 2010 ce qu'on appelait les contrats de performance. Je ne sais pas maintenant ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, peut-être que aussi le grand bailleur est parti, à savoir la Banque mondiale. Mais c'est en fait un exemple palpant de la gare. Parce qu'il fallait faire des performances avec des résultats écrits et à respecter pour pouvoir bénéficier donc de tout ce que la Banque mondiale avait mis en place au niveau du Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Madame Diop. Effectivement, c'est ça, comme vous l'avez dit, hein, les années 2010 comme ça, il y avait la Banque mondiale qui avait financé ces CAC, il y avait les CAC, il y avait les contrats d'amélioration de la qualité, qui étaient logés effectivement, qui étaient une demande financière importante. Donc, il y avait obligation de résultat par rapport à ça. Il y avait des contrats de performance qui étaient effectivement signés entre les établissements ou aussi les institutions, les IEF ou les IA. Pour effectivement, c'était ça, effectivement, ça a bien démarré, mais à la longue, hein, je pense bien qu'il y a encore des malversations ou bien il y a eu d'autres choses encore, finalement. Il n'y a pas une pérennisation par rapport à ces CAC. Maintenant, les gens ont transformé ça en des contrats ou bien en on appelle les projets, je pense que au niveau des projets éducatifs, que ce soit au niveau des IA ou bien au niveau des IEF, au niveau des écoles. Mais tout ça aussi, actuellement, c'est presque comme il n'y a pas de financement conséquent. Hein. Je pense que c'est toujours, voilà, c'est pas très développé comme autant des CAC ou bien les PACEP. Les PACEP aussi, il y avait aussi le financement de la Banque mondiale qui investissait par rapport à ces projets-là. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, cette gare-là a été initiée. La gare, c'est au niveau national, hein, c'est pas uniquement les médications, mais c'est effectivement avec qu'on appelle la stratégie, avec l'entrée, avec la gestion par programme. Les gens ont eu à effectivement essayer de mettre en place ces contrats de performance-là à toutes les échelles éducatives. Oui, Monsieur Mbow. Monsieur Mbow, allez-y. Monsieur Mbow. Monsieur Mbow. Bien.
vous n'avez pas de micro. Vous parlez les PADEF. Ouais, les PADEF aussi. Alors, les PADEF aussi, effectivement, avec les PADES, avec PADES, les projets d'amélioration et développement de l'éducation au Sénégal, n'est-ce pas? Financé toujours aussi au niveau de l'État. Donc, c'est pour dire que, en tout cas, ça y est, hein, les gens sont en train d'œuvrer dans cette perspective de la gare. Mais jusqu'à présent, je pense bien qu'il y a un problème parce que, comme on le dit, hein, c'est toujours assujetti à des financements extérieurs. Mais il faut maintenant que les gens puissent pérenniser ces expériences-là, les pérenniser, les développer au plan local. La gestion locale est importante. On peut s'appuyer toujours sur la gestion locale pour pouvoir développer les éducatifs ou bien les établissements au niveau local, avec l'ensemble des partenaires qui sont engagés et qui sont prêts à s'investir aussi pour le développement de l'école au niveau local. Mais tant qu'on l'a pas, tant qu'on est toujours dépendant avec cette gestion, avec cette planification qu'on appelle aussi la théorie de la dépendance, hein, donc toujours s'il n'y a pas aussi cette manne financière-là, les projets sont toujours, tombent toujours à l'eau. Ça aussi, je pense que c'est vraiment regrettable. Donc, je reviens sur le document par rapport à la gare. Je vais essayer d'expliquer rapidement. Ensuite, on va encore essayer d'en débattre. Voilà, donc ça, c'est basé sur une approche. Donc, la gare est basée sur une approche intégrée en la planification, du suivi et évaluation des projets et programmes. Donc, une approche qui touche l'ensemble sous tous les acteurs, qui conduit directement et indirectement à la réalisation des ensembles, l'ensemble de résultats, qui assure le processus, les procédures et tout ça, jusqu'au niveau des réalisations. Donc, ça, cette gare-là aussi, c'est un ensemble d'outils ou d'instructions. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est une façon de penser les projets, les programmes qui permet d'améliorer les pratiques de gestion, d'améliorer l'efficacité organisationnelle et d'obtenir de meilleurs résultats en matière de développement. Bon, il y a les principes de la gare qui sont là. Donc, la gare s'appuie sur une philosophie et des résultats aussi, des résultats et principes suivants, vision et clarté de l'impact souhaité, donc quel est l'impact que l'on va avoir par rapport à ce programme dont on va mettre en œuvre. Ensuite, il faut aussi créer ces liens de cause, hein, pour que le changement se produise. Donc, avec la hiérarchie, avec les intrants qu'on peut avoir, les intrants sont les ressources. On voit aussi les activités aussi que l'on développe par rapport aux intrants. Maintenant, les produits maintenant sont effectivement par rapport à ça, les activités qu'on va faire, les produits qui sortent de ces activités et les résultats. Aussi les impacts. C'est important les impacts. Donc, c'est une évaluation effectivement après la fin du projet durant des années. Est-ce que ça a pu quand même avoir un changement souhaité sur les populations ou bien aussi dans le milieu? Ça, c'est important, les impacts. Ensuite, les explorations systémiques qui vont au-delà de la logique causale, qui reconnaissent que les différents acteurs et efforts peuvent contribuer au même résultat. Donc, il faut partager tout ça. Donc, aussi de mesurer la performance, l'objectivation dans la gestion et la responsabilité dans le cas de la transparence et aussi du consensus parmi les différentes parties prenantes. Donc, ça, c'est important. Le suivi, évaluation, la performance, évaluation des changements stratégiques, la définition des orientations et d'innovation. Donc, ça, c'est les principes que j'ai tirés au niveau du programme, le PNUD, qui est effectivement, le PNUD qui a conçu un manuel de gestion axé sur les résultats. En 2009, je pense que c'est un manuel que j'ai eu à implémenter. Je pense que ça y est déjà dans le truc là que j'ai eu à mettre au niveau de la plateforme pour effectivement le télécharger. Et c'est un manuel qui est volumineux et qui effectivement explique tout le processus de la gare. Donc, les différentes étapes de la gare. Donc, la gare suit un cycle de vie qui est aligné sur le cycle presque d'un projet ou d'un programme. Donc, la première phase, c'est quoi? Il faut la planification qui comprend l'élaboration, la vision et les définitions du cadre de résultats. La seconde phase, c'est l'exécution et le contrôle. Ensuite, à vue de l'atteinte des résultats suivis. Ensuite, à la fin, il y a le suivi et l'évaluation qui sont une partie clé du processus, puisque les boucles de réparation permettent aux responsables de tirer parti des données probantes pour affiner la conception et l'exécution. Donc, voici à peu près le cycle de la gare qui sont là. Donc, il y a la planification, il y a la mise en œuvre par rapport à ça, n'est-ce pas? Il y a l'évaluation aussi. Donc, tout ça, c'est centralisé par rapport à la vision, par rapport aux ressources que l'on doit disposer, par rapport aux activités que l'on doit mener. Et aussi, on les déroule. Donc, ça, je l'ai adapté. Je pense que c'est un cycle, un schéma que j'ai tiré
dans le rapport, donc le PNUD, n'est-ce pas, de 2019. C'est un document que j'ai annexé, qui est au niveau de la plateforme. Vous pouvez effectivement essayer de le télécharger et en expliquant les différentes phases de la gare. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Ensuite, la gare repose sur l'approche qu'on appelle l'approche de la théorie du changement, qui est une théorie actuellement en vogue, hein, la théorie du changement. Tout ça maintenant, si on fait ça alors, tout ça, qu'est-ce qu'on vise alors? Parce qu'on quitte l'état initial A vers l'état pour un état B. Donc, il faut maintenant qu'au moins qu'on sente qu'à la fin du projet, au moins, on a eu un changement, on a obtenu le changement souhaité, n'est-ce pas? Un changement souhaité. Donc, c'est ça la théorie du changement, qui est une méthode de planification et d'évaluation qui repose sur un objectif à long terme et sur les indicateurs de succès mesurables et la formulation d'actions pour l'atteinte des buts. C'est important. Donc, c'est une méthode de planification qui est effectivement qui est basée presque sur les résultats, par rapport au changement voulu à la fin de l'exécution du projet. Et elle s'appuie sur des méthodes participatives qui permettent un engagement significatif de toutes les parties prenantes concernées, depuis les discussions initiales jusqu'aux différentes itérations. Donc, c'est important. Donc, déjà, on a déjà ce partenariat, il y a cette inclusion-là, cette participation de tous les acteurs, n'est-ce pas, pour effectivement essayer quand même de tout faire pour atteindre les résultats souhaités, escomptés, mais aussi en vue aussi du changement souhaité à la fin du projet. Donc, il faut maintenant qu'il y ait cette planification et qu'on aille vers ce changement-là. Donc là, je pense qu'on pourra encore en parler parce que là, déjà, il y a un document sur la théorie du changement. Je ne veux pas trop dire, c'est juste maintenant pour vous donner quand même les différentes informations relatives à la gare, aussi à cette théorie-là qui sous-tend la gare. Oui, M. Ngom. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir à tout le monde. Voilà, j'aimerais poser une question par rapport à un projet qui a été ficelé dans une école que j'ai eu à fréquenter lors de ma carrière. Alors, il s'agissait d'une école où pratiquement il y avait presque rien. Où je suis arrivé en même temps qu'un directeur, il n'y avait que 2 adjoints qu'on a trouvés là-bas. Alors, bon, comme on a dit, la communauté pratiquement, comme le cas qu'expliquait le doyen Cissé hier, nous avons vécu la même chose, parce que c'est une zone où les parents ne s'intéressaient pas du tout à l'école. Parce que pour eux, bon, d'après les investigations qu'on a eu à faire lors de nos premiers jours, ils nous ont répondu que, bon, pratiquement ici, bon, l'école ne marche pas très bien. Lors des examens, il n'y a que 1 ou 2 élèves qui passent, bon, et puis c'est ça. Voilà, c'est pourquoi beaucoup de parents ne s'intéressent pas à cette école-là. Bon, par nos tacts et nos ficelles, on a réussi à vraiment relever, à intéresser vraiment la population de l'école. Finalement, ils ont même refusé que je quitte, parce qu'il était prévu que je ne fasse que 2 ans dans cette école-là, parce que j'avais des problèmes d'affectation dans mon lieu de service. On était en surnombre. Et l'IF m'avait proposé de partir là-bas pour une année ou 2, comme ça ils vont me trouver un poste. Donc, voilà. Mais malheureusement, j'ai finalement duré là-bas 13 ans à cause des merveilles que nous avons réussi à réaliser là-bas. Bon, c'était un projet. Nous avions des problèmes parce que c'était un village où l'ensemble des élèves quittaient les différents hameaux pour venir à l'école. Il y avait des élèves qui faisaient 2 à 3 kilomètres pour venir à l'école. Maintenant, après avoir discuté avec mon directeur, comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour vraiment améliorer la qualité des enseignements? Parce que les enfants aussi n'étaient pas dans les conditions vraiment de bien étudier. Alors, on s'est accordé sur le fait de trouver nécessairement un partenaire. Alors, puisque j'avais des amis qui s'activaient sur le tourisme, ici dans Bourg, je les ai interpellés. Finalement,
Dieu merci, ils m'ont trouvé des partenaires qui ont accepté de nous financer. Bon, à leur arrivée à l'école, ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous voulez? Je leur ai dit que vraiment, nous avons des élèves qui quittent des amours et qui vraiment, leur situation influe réellement sur les résultats de l'école. Si je pouvais avoir une cantine scolaire. Alors, on a étudié le projet, on a mis en place le projet. Et vraiment, ça a marché. Au bout d'une année, 2 ans, les résultats commencent à tomber. Le niveau des enseignements apprentissage a été relevé substantiellement et des écoles aux alentours même perdaient leurs élèves à cause de ce qui se passait dans notre école. D'accord. Ils venaient tous s'inscrire là. Effectivement. Donc, parce qu'il y a d'autres parents, bon, il y a les autres amours qui envoyaient leurs enfants dans d'autres villages. Eux, ici, ils faisaient 2 kilomètres, bon, c'est à peu près les mêmes distances. Hein. Mais lorsqu'ils ont entendu les résultats qu'on obtenait, les parents des autres amours, maintenant, faisaient sortir leurs enfants des autres écoles pour les amener dans notre école. Finalement, on était même en surnombre. Hein. Voilà. Maintenant, j'aimerais poser cette question. Ce genre de projet-là, que l'on instaure au niveau interne, est-ce qu'on peut le considérer dans cette partie-là qu'on peut appeler la gare? Ou bien c'est au niveau central seulement qu'il faudra décider que ça, c'est un projet associé à la gare? Maintenant, c'est ma question, quoi. Ce genre de projet initié par, au niveau local, quoi, en interne, sans l'intervention des autorités. Est-ce que on peut l'appeler un projet qui, par exemple, axé sur le canevas de la gare? Voilà ma question, professeur. Je dis bonsoir à tout le monde. Ok, merci, M. Ngom. Et félicitations hein, pour vraiment avoir pris cette initiative-là, allant dans le sens de développer les activités d'enseignement-apprentissage. Moi, je pense que la gare, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est une gestion, c'est une stratégie, c'est une approche intégrée de la planification, du suivi, l'évaluation des projets et programmes. Donc, moi, je pense que la gare, on peut la concevoir hein, n'importe où, que ce soit à l'échelle micro, à l'échelle méso et à l'échelle macro. Donc, c'est pas dire vous déjà, votre projet déjà. Effectivement, vous avez eu une démarche participative parce que vous êtes ouvert à la communauté maintenant, qui a adhéré à votre projet alors. Vous avez eu à chercher des partenaires alors et qui ont eu effectivement aussi à vous soutenir et qui ont adhéré aussi à ce projet maintenant et qui vous ont financé, qui vous ont accompagné jusqu'à la fin. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut aussi que vous ayez un mécanisme de suivi et d'évaluation par rapport à ce projet-là. Vous avez dit ça a fait des merveilles. Parce que déjà, il y a des élèves maintenant, ou bien des villages environnants, les écoles sont désertes. Il y a un problème alors. Donc, il faut au moins regarder, voir à peu près comment gérer ça. Comment gérer? Parce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait des effets pervers par rapport à votre projet. Les effets pervers maintenant, c'est quoi alors? C'est effectivement le fait hein, au niveau de la zone alors que pratiquement maintenant, vous serez maintenant envahi par d'autres écoles. Est-ce que aussi d'autres seront désertes? Il n'y aura pas d'effectifs maintenant aussi. C'est ça aussi des effets pervers. Maintenant, il faut que vous ayez un mécanisme maintenant de gestion, de rationalisation par rapport à ça. Encore faisant maintenant, effectivement, en essayant quand même de contenir non seulement effectivement ces effectifs-là, mais aussi d'aider les écoles environnantes aussi à développer des initiatives pareilles pour pouvoir maintenir leurs élèves dans leur établissement aussi, c'est important. Donc, c'est ça maintenant qu'il faut quand même aller. C'est de là qu'il faut aller vers. C'est pas seulement que j'ai fait mon formation océan, j'ai récolté les fruits, ça va, mais il faut voir aussi les changements que cela a pu avoir et quels sont ses impacts au niveau environnemental, au niveau de la population. Est-ce que c'est aussi un impact positif ou bien négatif aussi? Et comment il faut gérer ces impacts-là aussi? C'est là où je vous appelle, mais effectivement, c'est une gestion axée sur les résultats. On peut, même à l'échelle classe, hein, les enseignants peuvent aussi utiliser cette gestion-là, axée sur les résultats. Donc, ce n'est pas dit que uniquement c'est au niveau central qu'on doit faire la gare, non. C'est à toutes les échelles, hein, dispositifs éducatifs on peut adopter la gare, qui est une approche de planification. D'accord? C'est bon, M. Ngom? Bon, professeur, oui, c'est bon, oui. C'est bon.
Merci. Ok, je vous en prie. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions? Bien, donc là, j'ai déjà terminé le premier chapitre. Donc, j'ai effectivement mis comme ressource aussi le manuel de la gestion axée sur les résultats, le manuel du PNUD. Je pense que ça est déjà sur la plateforme. Vous pouvez télécharger ce manuel-là qui est extrêmement volumineux, mais c'est intéressant quand même. Vous saurez à peu près quand même tout sur la gare, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Autre chose, maintenant, s'il y a d'autres questions, sinon on passe au deuxième chapitre. On va commencer le deuxième chapitre. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Pour la gestion de l'établissement, je peux parler d'un outil qu'on appelle le CGE, le comité de gestion d'école ou bien d'établissement, qui est aussi un outil de planification à l'échelle micro et qui est effectivement aussi un cadre de gestion scolaire. Donc là, rapidement, je pense que vous avez déjà l'expérience de ces CGE-là, parce que c'est presque des comités qui, effectivement, sont déjà installés dans pratiquement tous les établissements du Sénégal. Donc, on va rapidement essayer d'échanger par rapport à ces CGE-là avant de commenter un peu le document que j'ai implémenté sur la plateforme. Pour vous, quelle est la conception que vous avez de ces CGE-là? Quelle conception avez-vous? Tu vas rapidement parler un peu de la conception qu'il a du CGE, Comité de gestion des écoles. Oui. Oui, allez-y. Allez-y, monsieur Ngom, oui. Voilà, bon, le comité de gestion a été initié depuis quelques années en vue d'impliquer, de mieux impliquer les parents dans la gestion des écoles, de mieux les intéresser. Voilà, donc en quelque sorte, c'est une organisation. C'est pour mieux intéresser les parents, les inviter à venir participer dans la gestion des établissements scolaires. Oui. Il y a aussi M. Mbo qui pose la question entre le comité de gestion de l'école et le comité et le conseil de gestion. Parce qu'à l'élémentaire, on parle de comité de gestion et au niveau du moyen secondaire, on parle de conseil de gestion. Il demande est-ce que ce sont les mêmes structures ou bien quelle est la différence entre ces deux appellations-là? Qui peut répondre? Bon, est-ce qu'il y a une différence, professeur? Non, mais je vous pose la question et demain, après je reviendrai sur ça. Pour vous, votre conception par rapport à ça. Oui, M. Ngom. Bon, je pense qu'à l'élémentaire, comme au moyen, il y a toujours un comité de gestion. Maintenant, à l'intérieur des collèges, maintenant, il y a ce qu'on appelle le conseil de gestion. Donc, pour vous, le conseil de gestion est différent du comité de gestion? Oui, effectivement. Le conseil de gestion est différent du comité de gestion. Oui, il y a M. Sao. M. Sao, Abdou Sao. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je pense que c'est la même chose. Hein. Le conseil de gestion et le comité de gestion, je pense que c'est la même chose.
des collèges, je pense que c'est beaucoup plus élargi qu'au niveau de l'élémentaire. Au niveau des collèges, il y a toujours le représentant des élèves. On intègre les groupements scolaires. Donc, c'est un peu la définition. C'est les mêmes rôles que joue le comité et le conseil de gestion des élèves. Merci, merci. Monsieur Cissé? Monsieur Cissé, Omar Khan, oui. Voilà, je crois que dans le fonctionnement, par exemple, au niveau du collège ou du lycée, c'est le principal et le donc au niveau de l'élémentaire, c'est les membres de les parents d'élèves qui. Alors qu'au niveau du moins. Oui, on ne s'entend pas très bien. Oui, monsieur Gay. Bon, au niveau de l'élémentaire, le comité de gestion met l'engagement communautaire dans la gouvernance des structures scolaires. Alors qu'au niveau moyen, c'est l'organe de gestion. Oui. Oui, monsieur. Allez-y, oui. En tout cas, le CGE, c'est un organe fonctionnel qui se trouve donc à l'élémentaire et qui est institué par un décret ministériel. Maintenant, les membres qui constituent donc le bureau est institué par un arrêté donc du maire. Si l'école se trouve donc dans une commune, par exemple ici à Darmousti. Oui. Alors, oui. Je vois. Alors, oui. Il y a des bruits là, trop de bruit. Alors? Oui, monsieur Lou. Bonsoir, professeur. Bonsoir, chers collègues. Bon, je pense qu'il y a une différence entre le CGE qui est à l'école élémentaire et le conseil de gestion qui est au niveau du moyen et secondaire. Le CGE est dirigé par un membre de la communauté et le directeur est dans le bureau, mais je pense en tant que secrétaire. Alors qu'au niveau du conseil de gestion des établissements, donc, je pense que c'est dirigé par le chef d'établissement. Donc, c'est deux structures, deux instances. Il y a qui ont des points en commun, mais c'est le niveau de responsabilité qui diffère. Et que le CGE qui est au niveau élémentaire, donc là, on a beaucoup plus l'implication communautaire. Alors qu'au niveau du moyen secondaire, donc à côté du conseil de gestion, nous avons aussi l'APE. Et actuellement, au niveau de l'élémentaire, les CGE ont même tendance à bousculer ou bien à un peu faire le travail de l'APE parce que dirigé par un membre de la communauté. Et merci beaucoup. Merci. Merci. Et oui. L'autre là, monsieur. Oui. C'est bon, il n'y a pas d'autres qui ont levé la main. C'est bon. Monsieur Ndoye. Oui, il y a Badji. Ouais, docteur. Voilà, je disais tantôt que M. Ndour, il est bien placé pour le dire, comme il est au niveau de l'IF. Et ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ça? Oui, effectivement, je vais vous parler. Il y a un décret, hein, l'arrêté ministériel numéro 1383, en date du 30 janvier 2015, qui porte en application du décret. Il y a le décret 2014-904 du 23 juillet 2014 relatif à la création,
à l'organisation et au fonctionnement des comités de gestion d'école et des unions de comités de gestion d'école, n'est-ce pas? Chapitre 1, création, fonctionnement, composition, fonctionnement des comités de gestion d'école. Article 1er, dans chaque école élémentaire, je dis bien, dans chaque école élémentaire, il est mis en place un comité de gestion d'école, CGE, par une assemblée générale convoquée par le directeur ou la directrice. Je pense que ça, c'est déjà clair déjà, n'est-ce pas? Donc, les CGE sont institués au niveau des écoles élémentaires. Maintenant, le conseil de gestion aussi, c'est un organe aussi au niveau des moyens secondaires, que les gens, effectivement, qui est chargé, un organe peut-être, bon, c'est pas la même chose, bon, c'est presque une gestion aussi, mais c'est l'administration au plan quand même institutionnel, au niveau quand même des collèges et des moyens. C'est comme les conseils d'administration dans les entreprises, n'est-ce pas? Et dans lequel aussi, il y a les représentants des différentes parties qui effectivement qui interviennent au sein des établissements scolaires. Donc ça, c'est important. Donc on va rapidement effectivement voir par rapport à ces structures-là aussi comment c'est géré, leur fonctionnement, leur objectif par rapport à ça. Donc c'est important quand même de vraiment d'en connaître parce que c'est un cadre au plan quand même administratif. Bon, ce sont les gens on a institué ça, mais c'est pour juste promouvoir la participation, n'est-ce pas, et la gestion des écoles, mais au niveau quand même au niveau scolaire. Donc ça, c'est important. Maintenant, au niveau du moyen secondaire aussi, effectivement, les gens essaient quand même de voir à peu près comment est-ce qu'il faut aussi créer une structure là qu'on appelle peut-être le conseil de gestion, n'est-ce pas, qui gère tout ce qui est l'établissement sur le plan aussi que ce soit au niveau organisationnel, qui peut-être, ça peut avoir presque les mêmes objectifs hein, que le CGE, mais ici, quand même, les compétences ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Et les compositions aussi, ça peut aussi varier par rapport à ces conseils de gestion-là. Donc, on va rapidement essayer de... Parce qu'il y a un manuel, effectivement, que les gens ont élaboré. Je pense bien que c'est dans les IF, on a eu à faire pas mal de formations par rapport à ces CGE-là pour la prise en charge de la communauté au niveau des activités de l'école. Donc, ça aussi, c'est important. Et vous aurez le manuel là, vous allez essayer de mieux vous en approprier par rapport à ces comités de gestion qui sont un outil de planification, mais aussi de gestion, n'est-ce pas, au niveau des différents établissements. Donc, rapidement, je vais partager le... Bon. Je pense qu'il faut télécharger les ressources là, comme ça. C'est bon. Le partage, il est visible. Ouais. Oui. Voilà. Oui, Donc, c'est l'outil de planification et de gestion de l'école. Donc là, on va rapidement essayer de voir l'esprit, la philosophie du CGE. Donc, c'est un cadre fédérateur de tous les composants, de tous les efforts et de tous les esprits travaillant l'essor de l'éducation au niveau local. Donc, il est conçu dans un niveau de participation et d'inclusion impliquant tous les segments dynamiques de la communauté. Il peut être présent comme à l'image d'une grande concession dans laquelle il existe des foyers ayant une autonomie interne. Bon, mais ça, c'est juste une certaine peut-être parabole par rapport à la configuration ou bien à l'image qu'on a de ces CGE-là.
Voilà, donc le CGE, il est là. Donc, comme vous le disiez, hein, on l'a représenté ici. Il est au milieu, au centre. Donc, il essaie comme de fédérer toutes les structures communautaires qui interviennent à l'école. L'équipe pédagogique, la coopérative scolaire, communauté scolaire, la population, les AP, les ASC, AME, Association des mères d'élèves, les OSC, et ensuite partenaires locaux. Donc, tout ça, alors, je pense que le CGE, c'est un cadre fédérateur de tous les, pas les composants, c'est-à-dire ceux qui interviennent au sein des établissements sur le plan communautaire. Donc, c'est vraiment un cadre fédérateur. Donc, ça, c'est juste le schéma que j'ai. Toujours la philosophie, l'esprit de ce CG-là, donc un cadre institutionnel de gestion d'éducation, d'harmonisation, intervention dans l'espace scolaire. Donc, la mise en place d'un CG fonctionnel alors est extrêmement important. Par rapport non seulement à booster les performances des élèves, mais aussi l'organisation aussi interne par rapport aux relations qu'entretiennent les différentes parties qui interviennent à l'école. Et ça constitue une force de c'est la vitalité du comité de gestion. Ça, c'est important. Donc, au point technique aussi, hein, il y a quand même cette, bon, les APE, hein, c'est dans les CGE, hein, donc qui peuvent effectivement participer aussi, qui sont presque des partenaires privilégiés au niveau de ces CGE. Donc, c'est important de les mettre en place parce que là, les APE, effectivement, ça existe, mais ce n'est pas bien institutionnalisé. Mais je pense que les CGE sont plus formalisés par rapport à ces APE-là. Parce qu'on voit dans beaucoup d'écoles, hein, presque les APE ne fonctionnent pas. Ou bien les APE se résument uniquement à la collecte de cotisation uniquement, mais il n'y a pas d'activité quand même au plan éducatif, au plan pédagogique. Je pense que ça aussi, il y a quand même une léthargie par rapport à ces CGE-là. Ça, c'est important. Donc, je continue. Ensuite, les missions du CGE, c'est les CGE élaborent, mettent en œuvre. Ils vont suivre et évaluer les projets de développement de l'école dans le cadre d'une démarche inclusive et participative. Mobilise aussi la communauté locale, territoriale, les partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, autres partenaires locaux autour du projet, parce que ils sont eux qui pilotent le projet de développement de l'école, le PDE. C'est important aussi. Donc, dans chaque école aussi, chaque école va initier un PDE, donc un plan de développement local, plan de développement de l'école du moins, qui plusieurs plans de développement de l'école aussi intègrent le plan de développement au niveau local, au niveau communal aussi, qui est piloté au niveau des IF. Et il permet aussi d'appuyer la mise en œuvre des innovations et la pédagogie structurelle, notamment les classes multigrades, des flux, etc. Donc, tout ce qui est innovation pédagogique aussi, réforme aussi, effectivement, les CGE peuvent prendre ça en compte. Et ici, encore de mieux pérenniser, mieux développer ces réformes et que ces réformes soient mieux appliquées au sein des équipes pédagogiques. Et aussi, il faut aussi de veiller à l'hygiène, à la salubrité de l'école et les assurer aussi, contribuer au fonctionnement du comité local, de l'éducation et de la formation. Effectivement, il y a tellement de structures au niveau quand même local que des fois, il faut qu'il y ait une synergie par rapport à toutes ces structures-là. Parce que là aussi, on parle de comité local d'éducation et de la formation, les CLEF. Les CLEF, bon, on en parle, mais toujours c'est au plan de nomenclature hein, que les gens effectivement essaient de développer, mais quand même au plan fonctionnel, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Participation à l'élaboration des plans de développement locaux, donc développer des initiatives, donc promouvoir des actions de formation des membres du CGE. Donc, il y a la formation aussi, l'information, la communication, la mobilisation, hein, la gestion des ressources, etc. Donc, c'est pour dire que le CGE participe et délibère sur toutes les questions qui sont en rapport avec la vie de l'école, que ce soit des questions relatives à la pédagogie, des questions sociales, des questions financières. Donc, tout ça, je pense que les CGE délibèrent sur toutes ces questions-là. Donc, c'est presque un organe d'organisation et de gestion des écoles. Bon, je ne reviens pas sur les assemblées générales. Ensuite, il y a les compositions par rapport au bureau, par rapport aux représentations, par rapport à l'assemblée générale. Donc, il y a toujours un représentant du conseil municipal qui est désigné par le maire, les délégués de quartier, les chefs de village, les chefs de quartier.
qui polarise l'école. Si c'est une école qui est un peu des écoles rurales, le directeur, la directrice qui est membre d'office, il y a les membres pédagogiques, les représentants aussi de la communauté scolaire, gouvernement scolaire, ou bien avec une parité filles et garçons. 2 à 4 représentants des échanges des jeunes avec une parité aussi filles et garçons. Donc, tous, effectivement, participent, sont dans la composition de l'Assemblée générale. Il y a la délégation aussi de l'Assemblée générale. Il y a la présidente du CGE. Donc, ça aussi, c'est aussi qui est un peu beaucoup plus large que le CGE. Ce sont des structures religieuses. Donc, il y a l'Assemblée générale, il y a la délégation de l'Assemblée générale aussi avec les chefs. Donc, il y a des structures aussi qui sont là, qui peuvent, donc la DAG, donc délégation de l'Assemblée générale, qui peut s'adjoindre à titre constitutif toute compétence utile à l'exécution de ces missions. Il y a maintenant les bureaux exécutifs. Donc, l'Assemblée générale, délégation de l'Assemblée générale, il y a maintenant le bureau exécutif qui est composé de quelques membres. Donc, il y a d'abord le président du CGE, donc c'est quelqu'un qui lui écrit, le directeur ou la directrice de l'école, qui est les fonctions de secrétaire. Le secrétaire du CGE, c'est le directeur ou la directrice. Un trésorier aussi, qui est retenu, ou le président de la coopérative scolaire aussi, gouvernement scolaire, qui est membre du bureau, un représentant des parents d'élèves, représentant de l'équipe pédagogique, donc par le personnel de l'établissement, et représentant aussi des organisations communautaires de base, associations féminines ou bien des jeunes aussi. Il y a les commissions aussi, il y a la commission d'achat, réception pédagogique, commission équité et genre. Bon, l'équipe de fonctionnalités avec l'Assemblée générale, comment ça fonctionne, donc je ne reviendrai pas. Tout ça, je pense que c'est ça dans la documentation que j'ai eu à mettre au niveau de la plateforme. Maintenant, il y a aussi une union des comités de gestion des écoles qui renferme plusieurs CGE, n'est-ce pas, dans une zone, que ce soit dans le district ou bien autre chose. Donc là, on a au moins ces unions-là aussi qui peuvent participer, qui sont conçues en union et qui peuvent encore, au niveau de la zone, et qui interviennent aussi dans le cadre de la recherche de financement des fonds pour les CAC. Je parle de cadre de CAC, donc ce sont les contrats d'amélioration de la qualité, qui sont instaurés au niveau des établissements, ou bien dans le cadre aussi des projets d'action, n'est-ce pas, volontaires, les PAV, n'est-ce pas, hein? Donc qui sont institués aussi par rapport à ces projets-là. Donc il y a tout ça qui, effectivement, qui fait que les IGGE peuvent intervenir et appuyer. Donc, l'union des comités de gestion aussi, ça fait, donc, ça relève du combat. Tout ça, c'est au plan infrastructurel, au plan structurel, je disais, les missions de l'ICGE, le suivi régulier du fonctionnement des CGE, coordonner, suivre et encadrer les activités des CGE. Ensuite, contre la mise en place d'espaces de réflexion sur les écoles, contre la recherche, mobilisation des ressources additionnelles, partager et échanger des informations entre CGE, mutualiser l'expérience des CGE. Les organes aussi, donc, tout ça, c'est le fonctionnement. Ensuite, il y a aussi le forum communautaire. Là, c'est juste un mécanisme institutionnel pour renforcer le fonctionnement du système de gestion décentralisé des écoles. Donc, au niveau de l'ICG aussi, on peut quand même organiser des cadres de rencontres. Hein, ça, c'est juste des cadres de rencontres à l'échelle beaucoup plus large. Donc, on fait un forum maintenant sur une question qui intéresse aussi la communauté au sein de la zone pour pouvoir effectivement essayer de résoudre quelques préoccupations majeures de l'éducation au niveau de la zone. Donc, ça, c'est un truc ponctuel que les gens font, mais ce n'est pas des trucs institutionnalisés. Donc, ces forums peuvent être des forums annuels, ça dépend. Donc, pour juste réfléchir sur une question qui intéresse l'ensemble des CGE. Bon, les CGE, les forums, donc tout ça, ce sont les forums qu'on a vus, les conditions d'implication communautaire. C'est important comment les communautés s'impliquent dans la gestion de ces CGE-là. Parce que les CGE sont institués, effectivement, c'est dans le cadre de cette relation entre école et dans les différentes structures au niveau de CGE. Donc, on y a dit que dans le lac, donc ça aussi c'est important. Hein, donc, c'est parce que on est une compétence transférée. Donc, tout ça, je pense que déjà,
niveau même ici des unions même des CGE, c'est là où la stabilité territoriale est importante. Donc, des fois, c'est la convocation de l'AG élective est une prérogative du maire après concertation avec l'IF. Donc, ça aussi, c'est voilà. Donc, c'est là où il faut voir une implication de participation effective des collectivités territoriales. Dans le fonctionnement aussi, effectivement, les collectivités territoriales interviennent parce que le maire il doit veiller au rétablissement des situations normales. Et s'il y a des problèmes au niveau, voilà, donc la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation, tout ça, effectivement, il y a une forte participation des collectivités territoriales jusqu'au niveau de l'organisation des forums. Donc, voici, dans la vue aussi, on avait parlé des CLEF, donc qui sont aussi, on avait dit, les centres, le code d'éducation des formations, donc ce sont des cadres aussi qui sont là, qui sont des comités locaux d'éducation et la formation que les gens développent au niveau aussi des établissements scolaires. Donc, voici à peu près les CGE, tout ce qui est participation communautaire par rapport à la gestion et à l'organisation scolaire. Donc, je pense que déjà, vous en avez une idée. Et c'est juste quand même essayer de bien conceptualiser ces CGE-là, voir leur structuration, leur fonctionnement et aussi leur participation par rapport à la gestion des établissements scolaires. C'est ça que je vais vous présenter. S'il y a encore des réactions par rapport à ça aussi. Donc, voici donc en résumé ce que je voulais vous présenter. Maintenant, s'il y a des réactions, on va partager avant de se quitter parce qu'il est déjà fait 1 heure passée. On a un peu dépassé le temps, mais je vous donne 5 minutes de débat. Si vous pouvez revenir un peu de façon très simple sur la différence entre les deux, ce serait bien. Maintenant, je voulais aussi faire une contribution par rapport. Nous mettions souvent à contribution la mairie. Par exemple, si nous descendons dans une commune, la mairie pouvait nous accompagner puisque souvent dans les CRFPE, il y a un problème de logistique. Donc, on contactait à travers l'IA les maires de ces communes-là qui mettaient à la disposition des formateurs des véhicules pour pouvoir assurer vraiment leur déplacement. Donc, c'est pour dire juste que ces collectivités territoriales ont un grand rôle à jouer dans la gestion de ces établissements scolaires-là. Donc, c'est souvent que les gens utilisent pour pouvoir assurer un peu cette gestion de l'établissement-là. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, si vous pouvez vraiment revenir de façon très simple sur la différence entre le comité de gestion d'école et le conseil de gestion d'établissement, ce serait bien. Merci. Vous servez où ça? Dans quel cycle, M. Mbalo? Bien, je ne suis plus dans les classes parce que là, je suis actuellement en formation à la FASTEF. Je suis élève inspecteur de vie scolaire. Okay. Merci. Ok, je vous en prie. Bien, oui. Avant de rebondir sur ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres préoccupations? Bien. Oui. Il n'y a pas d'autres réactions par rapport à tout ce qu'on a présenté? Bien. Donc, je pense qu'on revient sur le conseil de gestion d'entreprise qui peuvent gérer toute la vie de l'établissement par rapport à la gestion qui participe maintenant, mais effectivement sous l'égide du chef d'établissement. Bien vrai qu'il y a une participation communautaire aussi. Ce n'est pas des structures antinomiques, mais je pense bien que déjà il y a une différence par rapport d'abord au cycle au degré, parce que ce n'est pas le même cycle. Ici, on a le cycle élémentaire, là-bas, c'est le cycle moins secondaire. Et maintenant, c'est à l'échelle beaucoup plus grande que ça. Mais quand même, que ce soit aussi les missions, je pense bien que dans le cas des missions, de l'organisation, je pense bien que
il n'y a pas quand même grand-chose, il n'y a pas grande différence parce que ça s'occupe de toutes les activités, de tout ce qui est gestion au niveau de l'établissement. Maintenant, c'est la structuration peut-être qui diffère. L'appellation aussi, c'est pas la même chose aussi. Par rapport aussi au mode de fonctionnement, peut-être aussi par rapport à ça. Quand il faut, parce qu'il y a même les conseils de classe aussi que les gens font en fin d'année ou bien en début d'année. Les gens font au niveau quand même au niveau des structures des moyens secondaires. Le conseil, il y a plusieurs sortes de conseils. Donc, mais ce conseil, justement, aussi, c'est un conseil qui prend en charge, n'est-ce pas, le management, tout ce qui est relatif à la vie des établissements. Que soit, effectivement, on peut en avoir au niveau de l'élémentaire, mais aussi dans le moyen secondaire, on appelle ça le conseil de gestion, qui est une structure-là, qui est institutionnalisée, mais qui fait partie des instances, n'est-ce pas, des instances consultatives, mais aussi des décisions aussi, hein, n'est-ce pas, et aussi d'exécution par rapport à ça. Mais tout revient au niveau du principal, qui est effectivement le président de ce conseil de gestion-là. Donc, c'est là il faut quand même essayer de nuancer par rapport à ces deux structures-là. Et là-bas, c'est régi par les textes, n'est-ce pas, par un décret, qui est différent maintenant du texte qui régisse les conseils de gestion au niveau des moyens secondaires. Monsieur Ngop. Oui. Voilà. Allô? Bonsoir. Oui, professeur. Je veux juste ajouter que, bon, je suis actuellement surveillant dans un collège. Moi, j'ai intervenu dans l'élémentaire, mais actuellement, je suis surveillant dans un collège. Voilà, donc j'ai eu la chance peut-être de participer à l'organisation, à l'implantation des CGE à l'élémentaire. Et là, actuellement, je suis coopté également pour le conseil de gestion de l'école, de l'établissement. Mais je dis qu'il n'y a pas une grande différence du point de vue des objectifs, parce qu'elles visent tout simplement le développement ou bien la bonne marche des établissements scolaires. Voilà, sauf que à l'élémentaire, la priorité est donnée aux parents d'élèves. À part le directeur d'école qui intervient là-bas, qui est membre central du conseil de gestion. Ici, c'est axé sur le personnel de l'établissement. Parce qu'il y a des quotas qui sont définis selon l'effectif des écoles, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de professeurs qui doivent participer, il y a un certain nombre de surveillants qui doivent participer selon les effectifs de surveillants ou droits, etc., etc. Ça dépend maintenant des effectifs. Voilà. Il y a la représentation des élèves également, les professeurs. Dans chaque discipline également, c'est-à-dire les sciences, les matières littéraires, etc. Des professeurs sont représentés. C'est comme ça que la répartition se fait. Et il y a également le principal, comme tu viens de le dire, qui est la personne centrale qui administre tout. Mais également, il y a la participation du président, des parents d'élèves qui est là-bas, qui est membre fondateur. Maintenant, les membres des collectivités sont juste des invités, mais ils ne font pas partie des membres délibérants. C'est-à-dire qu'ils n'assistent pas au vote. C'est-à-dire comme le conseil départemental, la mairie, le trésor, parce qu'ils sont à chaque fois invités dans nos réunions. Et ils envoient leurs représentants. Voilà ce que j'avais à dire par rapport Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, je pense que c'est ça. Effectivement, même les textes aussi ne sont pas les mêmes textes. Parce que le conseil de gestion des lycées, des collèges aussi, c'est régi par un décret. C'est le décret 2000, je pense, 2337, hein, du 16 mai 2000, portant création et aussi organisation des conseils de gestion des collèges et des lycées. L'autre texte maintenant aussi, c'est le décret qui organise les CGE, Comité de gestion des écoles. C'est le décret 2014, n'est-ce pas, 904 du 23 juillet 2014, qui crée les comités de gestion et les unions de comités de gestion des écoles. Donc, dans le texte, moi, je pense que les textes sont déjà très clairs. Hein. Donc, effectivement, comme vous avez dit, la pression communautaire, elle est beaucoup plus grande au niveau des CGE qu'au niveau des lycées. Mais les bûchons sont pratiquement concourent tous au développement des établissements.
Le CGE, là-bas, le conseil de gestion au niveau des moyens secondaires, une instance de décision, mais aussi consultative aussi par rapport à toutes les questions qui touchent l'établissement. Donc là, il faut vraiment que c'est là où il y a quand même quelques nuances, mais pratiquement, les missions ne sont pas très différentes par rapport à ces différentes structures. Allez, il y a autre chose. Donc, les décrets, vous aurez les décrets après. Oui, M. Mbalo. Oui, professeur, moi, je voudrais juste dire que est-ce que la différence ne se situe pas au niveau de la présidence? Le comité de la présidence, quoi, c'est-à-dire la présidence revient pour le CGE, le comité de gestion d'école. Ça revient à un membre de la communauté, alors que pour le moyen secondaire, oui, pour le moyen secondaire, c'est le chef d'établissement. Oui. Oui, mais on a dit. Parce pour le moyen secondaire. Oui, on l'a dit, la participation communautaire, elle est beaucoup plus importante dans le CGE que dans les conseils de gestion. Comité. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, l'autre différence, c'est au niveau des textes, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés, et le mode de fonctionnement, quoi, je veux dire, le mode d'élection. Tout est dans les textes. Moi, je pense que pour partager les textes qui régissent les différentes. Oui, c'est ça. Ce sont les décrets et les arrêtés. Les décrets qui sont là, les arrêtés là qui sont là, le fonctionnement, la structuration aussi, c'est différent aussi, la composition des les représentations. Tout ça, c'est là où il y a quelques nuances. Mais par rapport aux missions, il y a presque les mêmes missions. Il y a autre chose, d'autres questions par rapport à ça. C'est bon? Bien.